l'État un garant du projet. Et puisque nous n'avons pas pu obtenir cette garantie-là, nous avons lancé une manifestation d'intérêt pour demander à des entreprises qui ont la capacité de construire avec une capacité d'autofinancement de se manifester pour ce projet. Et c'est dans ce cadre-là qu'entre-temps, le terrain qui nous avait été octroyé, il y a un autre projet plus global du site directionnel qui a été conclu avec par l'État pour une société d'aménagement. Donc, nous avons perdu le projet entre-temps. Et suite à cette manifestation d'intérêt qui a été lancée dans les journaux et sur le site du FER, différentes entreprises se sont présentées et une, notamment, est venue présenter un projet qui était quasiment fini, qui se trouvait à Cameroun, ici, près du pont 8 novembre. C'est un complexe sur 2500 mètres carrés avec un immeuble principal de R+6 et un autre duplex de R+2. Le projet nous a enchantés, nous avons entamé les discussions avec le promoteur et nous avons fait évaluer le projet. Nous avons eu donc ce rapport d'évaluation. C'était un projet complet avec clé en main. Nous avons donc finalement conclu avec l'accord du conseil d'administration. Nous avons conclu la transaction pour 85 milliards et le FER a commencé à payer par tranche le projet. Donc, je crois en janvier-février 2021, nous avons aménagé dans cet immeuble, l'immeuble principal. Le FER a occupé 4 niveaux et nous avons mis en location les 2 premiers niveaux et le duplex R+2 pour 1 milliard par an de loyer. Ce qui, pour nous faisait passer de locataire en bailleur désormais. Et je dois dire que nous avons pensé globalement que trop d'institutions de l'État étaient en location, que ça ne nous faisait pas honneur de rester en location pendant toutes ces années. Et je dois dire aujourd'hui que je suis pratiquement conforté par cette acquisition, ne serait-ce que les dernières déclarations de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui disait il y a quelques jours que l'État dépense plus de 100 milliards en location de bâtiments par an pour les différents ministères et par mois d'ailleurs, et qu'ils ont conclu un projet de construction de 12 immeubles R+7 sur le site directionnel de Coloma pour 200 millions de dollars, ce qui fait à peu près le double de notre projet. Donc, voilà ce qui s'est passé concernant l'acquisition, Monsieur le Président, de cet immeuble. Nous avons déménagé en janvier et je dois dire qu'en février déjà, il y a, suite au remaniement ministériel, une lettre du commandant du ministère d'État spécial aux investigations adressée au chef de l'État de l'époque, disant que le FER avait déménagé dans un immeuble
appartenant à un narcotrafiquant du nom de Moussa Traoré et que ça portait atteinte à l'image du pays. Ce qui m'avait semblé être vraiment, je ne dirais pas de l'acharnement, parce que d'ailleurs on se trompait sur le nom, l'identité du vendeur. Nous avons été appelés par la ministre, nous avons sorti les documents que nous avions, le titre foncier originel des établissements avec lesquels nous avons acheté. Nous avions fait les vérifications au niveau de la conservation foncière, les quittances et tous les documents légaux existaient. Et quant à l'argument, nous avons dit à l'époque que non seulement les documents sont légaux, mais en plus que le même propriétaire est bailleur, certains de ces immeubles sont loués par l'État, des ministères occupent ces bâtiments, et que je n'avais donc pas, moi, à faire la police à la place de la police. Après, nous avons été aussi, suite à cette lettre-là, appelés à l'ORDEF, nous avons décrit comment l'acquisition avait été légale. Toutes ces questions tournaient autour de ce que je viens de vous dire. Voilà un peu ce que je peux dire autour de la question de l'immeuble. Quant à la question, Monsieur le Président, de mon train de vie ou de mon niveau de vie qui aurait changé, entre-temps sans rapport avec mes revenus, je dois vous dire respectueusement que, à ma connaissance, mon niveau de vie est le même, mon train de vie est le même, il n'a pas changé depuis une vingtaine d'années. Et quand j'arrivais à la direction du fer, la maison que j'occupais, c'est cette maison que j'occupe encore aujourd'hui. L'école que mes enfants fréquentaient, c'est cette école qu'ils fréquentent. Donc, il n'y a, à mon sens, aucun changement de mon train de vie ou de mon niveau de vie. Quand j'arrivais au fer, j'étais cadre D4 d'une banque. Donc, j'occupais le plafond des grades dans le système bancaire. J'avais donc, sans exagération, le niveau de vie que j'avais encore jusque-là. Donc il n'y a pas eu de changement majeur de mon train de vie, il n'a pas du tout changé. Mes habitudes sont les mêmes, je viens à mon bureau, de mon bureau je vais à la maison, je suis dans ma voiture de fonction. Il n'y a pas eu de changement d'aucune sorte de manière sur ma manière de vivre et sur mon train de vie. Monsieur le Président, sur mes comptes bancaires, je voudrais dire que, respectueusement, c'est difficile de parler de soi, mais au moment où je venais au fer, en 2014, j'avais une épargne qui se situait entre 2 milliards et 3 milliards. Mon compte à Ecobank, je l'ai ouvert, en plus de mes fonctions de directeur juridique et du recouvrement de la BICIGI, à l'époque. Il m'arrivait, parce que je suis en relation à l'entrée de la banque avec certains investisseurs qui s'installent et qui me demandaient, puisque je n'exerçais plus mes fonctions, ma profession d'avocat, mais j'exerçais des fonctions d'études et de conseil. Donc, c'est dans ce cadre-là que certaines entreprises, notamment, j'avais fait une étude de consultation fiscale pour Belzone qui m'a viré à Ecobank 100 000 $ de l'Australie. J'avais participé à une étude. 100 000 $? Oui.
Venant de quoi? Venant de l'Australie, qui a été viré à EcoBank à l'époque. Comme contrepartie de vos prestations? Oui. En consulting? Oui. Et j'avais, avec la BAD, sur le financement de la BAD, mené une étude d'un cabinet canadien qui avait le contrat de l'étude du système bancaire et financier globalement, donc banque, assurance, microfinance, pour faire de nouvelles propositions de loi bancaire. Et donc j'avais été choisi pour faire la partie juridique de cette étude-là, qui est l'étude est encore à la Banque centrale. Et j'avais reçu un paiement de plus de 150 millions à l'époque sur cette étude-là. Et 150 millions, vous pouvez reprendre ça? 150 millions pour l'étude juridique de cette étude économique, du système économique et financier guinéen. La présentation d'ailleurs avait été faite à l'époque à la Banque centrale. C'est un cabinet canadien qui avait eu le contrat et qui, sur le plan local, m'avait choisi pour faire la partie juridique. Monsieur le Président, comme beaucoup de nos compatriotes, on essaie de faire d'autres activités pour améliorer nos revenus et nos ressources. En 2009-2010, il y a eu une vague aurifère sur ma ville natale, donc des machines, des détecteurs d'or permettaient aux gens de faire beaucoup de fortune. Je m'étais lié avec un de mes jeunes frères pour acheter une de ces machines. Nous avons eu un certain nombre de revenus dessus et ensuite, avec ces revenus, j'ai commencé à acquérir certains engins agricoles puisque j'ai été initié très rapidement à la passion de l'agriculture. Donc, je cultivais moi-même pendant la saison des pluies certaines céréales que je revendais, mais aussi surtout, je faisais de la location d'engins agricoles dans cette zone-là. L'autre volet que je voudrais dire, Monsieur le Président, sur mes ressources. En tant que directeur du FER, nous sommes amenés à participer à différentes réunions en Afrique et dans le monde sur le secteur routier, sur le secteur des transports, parce que nous sommes des agents importants de financement dans le secteur. Et je dois dire que les frais de mission que nous avons pour ces voyages-là, hébergement et logement, qui tournent autour de 5 000, 6 000 euros par mission. Dans ces pays, c'est la tradition des fonds d'entretien routier. Quand nous allons, pratiquement, pour les directeurs généraux, nos collègues et les autorités du pays nous prennent en charge. Donc, ce qui nous fait une économie. En plus, il arrive que pour les grandes réunions, notamment les assemblées générales de notre association commune qui est affiliée à l'Union africaine, l'association des fonds d'entretien routier africains, que des autorités, chefs d'État et ministres nous fassent des dons. Je vous donne un exemple. En 2015, nous avions l'Assemblée générale de l'AFERA, l'association des fonds d'entretien routier africains, qui se tenait au Zimbabwe. Par coïncidence, nous sommes tombés sur l'anniversaire du président Mugabe, parce que ça fait partie, ces assemblées-là font partie de l'honneur d'un pays en général, qui sont organisés de manière grandiose par les États. Il a mis à la disposition des délégations un Boeing de Harare à Victoria Falls où il y avait son anniversaire. Nous avons participé à l'anniversaire et il a fait une enveloppe pour chacun des directeurs généraux présents.
Et pendant les 2 ans que j'ai fait en tant que président de l'association des fonds d'entretien routier africains de 2019 à 2021, j'ai été amené à faire d'innombrables voyages. Souvent, ce sont des conflits entre les gouvernements et les fonds d'entretien routier du pays qui veulent supprimer l'autonomie du pays, du fonds routier. Souvent, ce sont des missions de plaidoyer à l'Union africaine ou des missions avec la Banque mondiale et la BAD pour souvent faire installer des fonds routiers dans ces pays-là, dans de nouveaux pays. C'est le cas en 2020-2021, j'étais en Tunis sous l'invitation du gouvernement tunisien de la BAD pour faire un plaidoyer pour la mise en place du fer dans ce pays. Et dans ces missions-là, des chefs d'État, des ministres nous font des cadeaux parce que vous êtes la vitrine de l'institution africaine. Donc ces revenus-là, pour quelqu'un qui a un train de vie qui est, je dirais, très modeste, et parce que je suis, peut-être par déformation professionnelle, ce que j'ai, je le mets en banque, j'ai été amené à mettre tous mes revenus au fur et à mesure comme ça dans mes comptes. Voilà l'origine de mes ressources. Donc c'est pour cette raison, Monsieur le Président, que je dis qu'il ne peut pas y avoir de corruption de ma part. Le budget du fer, qui était de 300 milliards par an globalement, avec la seule redevance de la redevance de la RER, la redevance d'entretien routier. Je l'ai fait passer avec les plaidoyers au niveau du gouvernement et l'appui de nos partenaires techniques et financiers à 600 milliards au moment où nous quittions la fonction. Mais sur 600 milliards? Oui. Ça c'est quoi? Le budget annuel du fer. Ok, c'est ça. Il était à 300 millions au moment où moi je venais, 250 à 300. Et puisque nous avons réussi, c'est ce qui nous a permis de payer d'ailleurs l'immeuble sans tension de trésorerie. Nous l'avons réussi à le faire passer en doublant la redevance, à faire passer à 600 milliards et à changer les statuts pour que le fer puisse emprunter désormais sur le marché bancaire et puisse financer. C'était le combat que nous menions, de faire financer certains projets de construction. Et le premier que nous avons initié dans ce cas, c'est le pont de Tanenec avec l'emprunt, et puisque nos ressources augmentaient. Donc je disais que sur le budget du fer, les 95% du budget sont répartis entre les maîtres d'ouvrage, à savoir la direction de l'entretien routier, la direction des routes préfectorales, le génie rural au ministère de l'Agriculture et la Guisère au ministère des Transports. Ce sont ces maîtres d'ouvrage-là qui font... Oui, allez-y. Ce sont ces maîtres d'ouvrage-là qui passent les contrats, qui lancent les appels d'offres, qui signent les contrats, et les décomptes après exécution des travaux viennent au niveau du fer. Et l'une des performances que nous avons exigées au niveau de tous les fers en Afrique, c'est de faire les paiements des décomptes sous une semaine. Quand la facture rentre au fer, vérification faite, s'il n'y a pas d'anomalie, au bout d'une semaine, la facture doit être payée. Donc, je ne vois pas comment je peux faire pression sur des entreprises pour les corrompre, ou bien que les entreprises puissent venir me remettre je peux demander des comptes à des entreprises pour dire payez-moi ça, sinon je ne vous paye pas votre facture. Parce que dans tous les cas, la facture se paye en une semaine et c'est connu et c'est ça notre critère de performance par rapport à tous nos partenaires techniques et financiers. Les 5% du budget qui sont le fonctionnement du fer sont en grande partie constitués par les salaires des employés. Donc, c'est pour cette raison, Monsieur le Président, respectueusement, je dis que les faits qui me sont reprochés
humblement, ne correspondent pas à la réalité de ce qui s'est passé. La vérité, et je l'ai souvent dit ici et même dans des interviews dans d'autres pays, il y a énormément de préjugés. Et si vous voyez toutes mes interviews, chaque fois qu'il y a les conseils d'administration, il y a eu énormément de préjugés, de fantasmes sur le fer, sur ce qu'il n'est pas. Et ça fait que tout directeur ou tout dirigeant du fer est présumé être quelqu'un qui se sert dans les ressources du fer. Ça, c'est le mode de mise en place de la redevance parce que c'est une institution avec une autonomie. Évidemment, les ministères ne sont pas très favorables à l'autonomie des directions, ce qui fait que très souvent il y a des tensions entre les départements et même les autres directions du cabinet et le fer parce que nous sommes soumis à un certain nombre de procédures, d'un manuel de procédure précis qui a été rédigé à l'époque par les partenaires techniques et financiers. Nous sommes peut-être l'institution la plus auditée du pays. Nous avons un commissaire aux comptes, nous sommes soumis au contrôle de l'inspection générale, au contrôle de l'inspection d'État. Il n'y a pas une institution dont les ressources sont autant contrôlées que le fer. Et toutes ces ressources sont évidemment uniquement basées à la Banque centrale. Voilà, Monsieur le Président, pour ne pas être long, les explications préliminaires que je voulais vous donner. Je vous remercie de l'attention. Merci. Bon, avant d'en venir au montant d'acquisition de l'immeuble dont vous avez fait état, servant de siège au fer, vous avez déroulé une série de montants que vous auriez perçus à travers vos sorties, vos missions, les dons et autres. Est-ce que vous avez quelques éléments matérialisant ou des pièces matérialisant au moins ces revenus-là que vous avez encaissés? Les pièces des frais de mission sont dans la comptabilité du fer. Je dois dire, Monsieur le Président, que j'ai quitté mes fonctions le 19 janvier 2021 et en février 2021, j'ai quitté mes fonctions en janvier plutôt, le 19 janvier 2022 et en février, j'ai été mis sous mandat de dépôt. Donc, depuis que j'ai quitté le fer le 20 janvier, la seule activité que j'ai faite, c'est d'adresser un courrier à M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats pour dire que je revenais m'installer. J'ai demandé ma réinscription au tableau. Je n'ai plus jamais mis pied au fer, de telle sorte que je n'ai aucun élément comptable concernant ces frais de mission-là. Sur ces dons, évidemment, je n'ai pas de pièces parce que ce sont des dons d'autorité. C'est un chef d'État qui vous remet des enveloppes à chacun de vous. C'est la pratique comme ça à l'international. Je n'ai pas de pièces comptables. Alors, les autres, le virement dont je fais état, il est dans les archives de Quel virement? Hein? Quel virement? Le virement de 100 000. Ça, ce sont mes activités. Les autres activités... La contrepartie de vos prestations. Voilà. Et vous avez quand même des éléments qui prouvent tout ça? Oui, des éléments comptables. Que les études socio-économiques effectuées en contrepartie, on vous a fait des paiements? Oui, pour la Banque centrale,
pour la Banque centrale, je peux l'avoir, le dossier, le document complet, il doit être dans les archives de la Banque centrale. Mais tout ça, moi, j'ai quitté le système bancaire il y a presque 10 ans. Oui, d'accord. Mais est-ce que, en ce qui concerne ces études, ou en fait vos prestations que vous avez essayé de mettre à la disposition de ces structures, de vos partenaires en question, ces paiements-là, 100 millions, 150 millions, vous pouvez au moins tracer ça? C'est traçable parce que pour ça, je peux retrouver l'ordre de virement certainement. Pour les études, de la Banque centrale, là, je peux retrouver l'étude, mais le paiement, non, puisque moi, le cabinet, c'est un cabinet canadien qui avait le marché principal et qui, moi, m'a sous-traité le marché, la partie juridique. Et donc, vous pouvez quand même... Le dossier d'étude est là avec le nom de tous les... Oui, mais les traitements dont vous avez bénéficié... Hein, là, eux, ils m'avaient remis un chèque que j'ai encaissé, je n'ai pas... Voilà, et donc, vous pouvez nous aider à avoir quand même quelques éléments. C'est pour juste justifier vos revenus, puisque c'est vous qui avez cité. Et vous nous avez parlé aussi de votre compte à votre arrivée à EcoBank. Votre revenu, le compte était de 2 à 3 milliards. Oui, ça c'était mes revenus. Je vous explique comment j'ai eu ces revenus. En 2013, la BCGI a décidé de doubler son capital. Ah, excusez. Monsieur assis de l'autre côté, décoiffez-vous et ne reprenez plus jamais ça, vous aussi. Décoiffez-vous, monsieur. Vous le voulez? Voilà. Il faut le faire, hein? Il faut éviter ça. Nous sommes dans une salle d'audience. Voilà. Oui, allez-y, hein, on s'excuse. Monsieur le Président, oui. en 2013, la BCGI a décidé, parce que la loi bancaire avait changé, demandant à toutes les banques de porter le capital minimum à 100 milliards, de doubler le capital. Ils l'ont fait par droit d'actionnaire préférentiel. Ça veut dire que si vous avez 100 actions, vous avez le droit de souscrire 100 autres actions. Ce qui se passait, c'est que la plupart des actionnaires traditionnels particuliers n'avaient pas les moyens de souscrire. L'action officiellement était à 800 000. Mais sur le marché, l'action BCGI se vendait à 1 500 000, 2 millions, voire 3 millions. Parce que c'est une action rentable. La banque faisait des bénéfices de 50 milliards par an et les dividendes étaient entièrement partagés. Donc, puisqu'il n'y a pas de bourse, ce que moi j'ai fait, puisque j'étais en charge de l'opération sur le plan juridique, ce que j'ai fait, c'est de demander les actionnaires, pour ne pas qu'ils perdent leurs droits préférentiels, et trouver un partenaire qui leur vend, qui achète les 100 actions, celui qui a 100 actions, les 100 autres actions qu'il doit payer, qui doit faire 80 millions, je crois, 800 000 multipliés par 100. Il paye à sa place. Nous faisons un pacte d'actionnaires, mais l'action, on le lui vend à 3 millions ou 2 millions 500. C'est comme ça, à défaut de bourse, que je me suis fait avec les commissions, beaucoup d'argent. Ça n'a rien d'illégal, mais en même temps, ça n'a... comment dire? Ce sont des astuces qui sont liées. Les deux parties ont l'intérêt. L'autre, il a des actions qu'il a achetées en réalité à 3 millions. Il a payé 800 000 officiellement pour le compte de la banque. Et après, nous faisons l'acte de cession entre... c'est comme ça que j'ai eu ces revenus-là. Il n'y a pas... évidemment, je pouvais... il y a une partie que j'ai mis à la banque et puis l'autre partie, je faisais des investissements, comme je disais, j'achetais des machines agricoles que je louais par an. D'accord. Qui est Mamadi Prince Traoré? C'est mon fils. Il a quel âge? Il a 15 ans. 15 ans. Est-il titulaire d'un compte bancaire? Un compte que j'ai ouvert pour lui, oui.
Est-ce que ce montant de 493 820 000 francs guinéens, c'est pour lui? Alors, c'est ce que son père a ouvert le compte. C'est ça la pratique bancaire. Je crois que chacun, quand on veut épargner de l'argent pour ses enfants, on ouvre un compte pour son enfant et vous êtes le signataire du compte. Pour qu'à sa majorité, il puisse en bénéficier, que vous puissiez financer ses études à travers ça. Donc c'est moi qui ai ouvert le compte. Vous prenez la pièce d'identité, l'acte de naissance de votre fils, sa photo, vous allez à la banque, je veux ouvrir un compte pour mon fils. Un compte d'épargne pour mon fils. Et vous l'alimentez au fur et à mesure. Je crois que sont très nombreux les parents qui essaient de faire ça pour leurs enfants. C'est ce que j'ai fait. Ce compte a été ouvert en quelle année? En 2017 ou 2018. Avec combien de montants? Combien comme montant? Au départ, je crois 50 millions. 50 millions. Ouais, je ne me rappelle plus vraiment hein, au départ. 50 millions. En quelle année ça atteint les 493 820 000? 2020, parce qu'il il est alimenté par le loyer. Si vous voyez le loyer de 2 millions qui sont versés, et moi-même j'ai fait des versements dessus. J'ai une cour commune dont les loyers sont versés sur ce compte. Et dans les activités que je fais aussi, la location de machines agricoles en saison de pluie, pour l'hectare, on le cultive à 400 ou 500 000 et la demande est très forte. Donc ces revenus-là, je les verse sur ces comptes. Et la nommée Fanta Traoré. C'est ma fille. C'est elle qui est le titulaire de 73 730 euros? Oui, je crois, à la Banque islamique en tout cas. Je ne me rappelle plus le montant parce que bon... Ah, Mamadi Fanta, lui, c'est... Mamadi Prince plutôt, c'est de quelle banque? Les deux, c'est la même banque. Ok. Et donc, Fanta Traoré, elle, c'est à quelle banque? C'est toujours la même banque, la Banque islamique. Ok. C'est elle qui est titulaire des 73 730. Oui, je pense. Je n'ai pas le... Parce que le compte est bloqué depuis 2021, donc je n'ai... C'est vous qui l'alimentiez? Oui, c'est moi qui l'alimentais, oui. D'accord. Monsieur Traoré. Oui, monsieur le Président. Il vous est reproché des faits de corruption. Pour, selon les chefs de poursuite, des dons en nature ou en numéraire de certains entrepreneurs que vous auriez reçus comme avantage indu. Est-ce que vous reconnaissez ça? Monsieur le Président, il serait malhonnête de ma part de dire qu'en tant que directeur d'une institution de financement, je n'ai pas eu de temps en temps un geste d'un entrepreneur. Mais ce que je dis, c'est que pour l'institution que je dirige, on ne peut pas me taxer de corruption dans ce cas. Pourquoi? Le FER est une institution de financement. À l'avance de l'année budgétaire, le budget est réparti entre les maîtres d'ouvrage. En général, 60% pour la direction de l'entretien routier,
15 à 20% pour la direction des routes préfectorales, 10 à 15% pour la direction du génie rural, pour les pistes rurales, et 5% pour la sécurité routière, pour les feux. Les montants sont certes avec le fer, mais sont à la disposition des maîtres d'ouvrage. C'est eux qui font le planning des travaux. C'est eux qui lancent les appels d'offres. C'est eux qui choisissent les entreprises. Et c'est eux qui contrôlent les travaux. Donc tout se passe à leur niveau. Quand les travaux sont exécutés, quand les contrats sont signés, eux ils signent, l'entreprise signe, le ministre de tutelle signe, et le fer signe en dernier. Quand l'avance de démarrage est payée, les entreprises travaillent, les décomptes sont faits au niveau de ces maîtres d'ouvrage, et quand ils contrôlent les factures, ils disent que tout est bon, ils le transmettent au fer. Et je l'ai dit tout à l'heure, le fer paye la facture si elle est régulière en une semaine. C'est-à-dire que même si je dis que je vais bloquer la facture de l'entreprise X pour l'amener à me payer quelque chose, je ne peux pas parce qu'au bout d'une semaine, et l'entreprise le sait, au bout d'une semaine, je payerai la facture. Donc, en aucun cas, non seulement les entreprises n'ont pas intérêt à venir me corrompre parce que ça n'a pas de sens, mais dans ce genre de collaboration, c'est pratiquement la pratique chez chacun. Même si vous allez tout de suite à la banque, vous faites votre chèque, vous retirez votre argent, en sortant, vous voyez le mendiant qui est devant la porte, la banque, vous lui donnez l'argent. Et donc, certaines entreprises, comme ça, viennent souvent, je ne reçois même pas, peut-être sur 100 entreprises, il n'y a pas 20 entrepreneurs, vous pouvez faire vos investigations, qui vont dire que je connais même physiquement M. Travou, je suis rentré dans son bureau. Donc, c'est pour cette raison que je dis que non, je n'ai pas commis d'acte de corruption avec les entrepreneurs. Ces entrepreneurs-là, leur marché s'est conclu et exécuté hors votre intervention. Oui, j'ai dit, c'est les maîtres d'ouvrage qui... Le système, il est fait, le fer est le bailleur, et dans les ministères, les directions, aujourd'hui c'est la GEROUTS, avant c'était la direction de l'entretien routier, la direction de ces directions-là qui passent les marchés. Nous sommes à la fin de truc pour le paiement. Oui, vous dites quand même que ce serait malhonnête de ne pas reconnaître que des entrepreneurs vous fassent des gestes. Oui. Voilà. Et quelle est la nature de ces gestes? Et c'est lié à quoi? C'est dû à quoi? Voilà. Est-ce pour le service que vous leur rendez ou bien pour être très favorable à leur entrée dans les marchés offerts par le fer? Dites-nous. Quand les gens disent marché du fer, oui, c'est marché sous financement fer. Oui. Puisqu'il y a deux types de financement, en tout cas sur le plan national. Il y a deux types de financement en général des marchés d'entretien routier. C'est soit le BND et c'est soit le fer. C'est vrai, un marché BND, comme chacun le sait, peut faire des années sans être payé, vu les tensions de trésorerie qui peuvent être le lot de l'État, qui a plein de choses à faire. Donc, il est vrai que beaucoup d'entreprises courent derrière les financements en fer parce que nous, c'est le montant. Nous ne finançons pas des projets dont nous n'avons pas les ressources. Donc, ça veut dire que c'est un financement sûr à 100%. D'accord. Ouais, maintenant, dites-nous la nature de ces dons que ces entrepreneurs vous font par moment, comme vous le dites. Oui, là, ça peut être et dans quelles circonstances ils le font? Non, ça peut être nous sommes un maillon du processus d'exécution et de financement des trucs. À mon arrivée, les paiements étaient sur 15 jours ou un mois. Nous avons ramené le délai de paiement à 7 jours. Et donc, étant soulagé par
la célérité ou l'efficacité de vos... l'efficacité, Voilà, et la que, collaboration. en reconnaissance, ces entrepreneurs viennent Certains, faire des dons. parce que nous sommes des collaborateurs. Certains viennent au mois de Ramadan et vous envoient un mouton, un bœuf. D'autres viennent quand ils vont exécuter. Souvent, les montants de ces dons-là, ça varie entre combien et combien? Parce que vous avez parlé de moutons et autres. Mais est-ce qu'il y a des espèces qui sont parfois des montants en espèces et ça varie entre combien et combien? Ça peut varier entre 5 millions, 50 millions. Ça peut dépasser ça par moment? Oui, peut-être exceptionnellement. Certains peuvent être plus contents que d'autres. Vous savez, ça dépend de l'humeur de et c'est vous qui leur en faites la demande? Non, non, non. Sincèrement, je vous dis. Et mais quand ils font tout ça, est-ce qu'il arrive que pour les contrats futurs, vous leur facilitiez la passation ou vous intercédiez en leur faveur auprès des PRMP de votre structure? Non, je n'ai pas la main sur le contrat, sincèrement. C'est dans les ministères que les contrats sont scellés. Oui, mais parce que vous nous avez dit tout à l'heure que c'est très malhonnête de ne pas reconnaître qu'il y ait des dons, parce qu'à notre qualité de directeur d'une entreprise, d'un département. Et donc, est-ce que parce que simplement vous intercédez en leur faveur, directement ou indirectement, qu'ils le font? Parce qu'ils me considèrent comme le bailleur. Ah, d'accord. Ils me considèrent comme le bailleur, comme celui qui les paye. Bon, vous êtes... Votre salaire offert, c'était combien? Le salaire en lui-même était de mensuel 21 ou 22 millions. Et puis il y a les avantages logement, électricité qui sont dans l'ordre de 8 millions. Donc disons 30 millions globalement. Hein? Okay. 30 millions, oui, en tout, y compris les avantages. Ok, d'accord. Quel est le montant qui a servi à l'acquisition de l'immeuble abritant le siège du fonds d'entretien routier? 85 milliards. 85 milliards. Ne serait-ce pas par hasard à 135 milliards? Non, les discussions ont commencé sur 135 milliards. Je leur ai dit que je ne peux pas, qu'on ne pouvait pas payer 135 milliards. Donc, de discussion en discussion, nous sommes arrivés à 85 milliards. D'accord. Il y a eu des actes qui ont sanctionné le paiement de ce montant à 85 milliards, effectivement? Oui, il y a un contrat. C'est dans le dossier? Oui. D'accord. On va voir ça. Un contrat, il y a le rapport de technique, je crois aussi. Rapport de qui? Le rapport de l'expert, le rapport d'évaluation. Ok. D'accord, d'accord. Très bien. Monsieur le Président, vous avez des questions? D'accord, attends. Quels sont vos immeubles qui vous appartiennent à vous? Alors, j'ai
Ici, j'ai ma maison. D'abord, est-ce qu'il y en a en dehors de Conakry? Oui, j'ai un terrain à Koya. Donc, J'ai une plantation. Koya, il y a quoi et quoi? Non, c'est terrain vide. Hein? C'est un terrain vide. Ah, c'est pas une plantation? Si, j'ai une plantation, mais c'est pas ça, c'est à Fourcaria. À Fourcaria? Attendez. Koya, c'est terrain vide. Oui. C'est dans quel quartier? Doumbouya. Doumbouya. Mhm. Et à Fourcaria? Fourcaria, j'ai la plantation à Forodou, c'est dans la sous-préfecture de... Forodou, hein? Ouais, Forodou, c'est dans la sous-préfecture de Farmouria. En Farmouria et Pamela vers la frontière. Plantation de quoi? Alors, c'était une plantation de palmiers quand mon père l'exploitait. J'ai dit c'est une plantation que mon père a acquise. Hein. C'était pour votre père? C'était pour mon père, ça. Et puis moi, j'ai une autre à Mafreya. Votre père, qu'est-ce qu'il faisait? Et il était directeur régional des douanes à l'époque là-bas. Hein? Il était directeur régional des douanes de Fourcaria. Il y a des actes qui prouvent ça? Sa propriété sur cette plantation? Oui, Monsieur le Président, il y a des actes qui prouvent sa propriété. Oui. C'est lui-même qui les a défrichés. Et nous-mêmes avec... Donc vous êtes l'unique propriétaire de ça ou bien c'est une propriété indivise pour la famille? C'est une copropriété ou Non, c'est pour moi. Le papa y vit? Non, il est décédé. Ah, donc c'est la part qui vous est revenue après Voilà. le partage successoral? Oui, il me l'a donné. Ok, d'accord. On en viendra. Ensuite, oui, en dehors de Fourcaria, c'est seulement à Fourcaria. Et à Fagné aussi, Fagné. j'ai une plantation. Qu'est-ce qui est là-bas? Je souhaitais faire une ferme que j'avais commencé, mais que je n'ai pas pu finaliser. Mais c'est une ferme que je veux faire. Oui. Et c'est sur combien d'hectares? 12 hectares. C'est tout, là-bas? Donc je disais, en dehors de Conakry, oui, et puis... On a parlé de Fourcaria. Fourcaria, c'est seulement Fagné et à Forodou? Oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, oui, en dehors? Et puis à Sigiri. Sigiri. Ouais. Ça, c'est votre ville d'origine? Oui. Oh, d'accord. Oui. Là, il y a quoi et quoi? J'ai une maison dans mon village. Une maison. Il n'y a pas de plantation là-bas, hein? Bon, il y a une plantation, mais familiale. Familiale, d'accord. Non, la maison, ça, c'est pour vous. Oui, mais j'exploite des champs qui sont... Oui, ça, c'est familial, non? Bien... Oui, c'est mes oncles maternels qui m'ont donné ça. D'accord. Maintenant, c'est pas une propriété. en dehors de Sigiri, il y en a en dehors du pays? Non. Et à Conakry? À Conakry, j'ai une maison à Nongo. Nongo, là, il s'agit de quel type de maison? C'est une villa. Une villa. Ouais. Oui. Et puis j'ai ce qu'on appelle une cour commune à Lambagne. Une cour commune, c'est-à-dire des appartements de 2 chambres salon, Il y a combien d'appartements là-bas? Il y a 10. D'accord. C'est tout? C'est tout. Vous n'avez pas d'immeuble ici vous appartenant? Non. Est-ce que vous avez une entreprise? Non. Vous êtes dans une société, vous avez des actions? Je suis actionnaire de la Bisiki, oui. De 300 actions à la Bisiki. Quelles sont vos parts là-bas? 300. Hein? 300 actions.
Et souvent, les dividendes qui vous reviennent par an, ça peut varier entre combien et combien? Les dividendes sont entre 60 et 70 millions. Pour l'ensemble. Hein. Puisque quand le capital a été doublé, les dividendes, évidemment, par l'effet de masse, ont diminué. Ça, c'est constant, hein? Ça ne chute pas drastiquement. Ça peut chuter comme ça peut augmenter. Ça augmente souvent au-delà de 70 millions? Jusqu'en 2013, ça augmentait, c'était largement au-dessus de ça souvent. Oui, mais et depuis quand vous êtes actionnaire de la BCG? C'est par proportion à chaque augmentation de capital. Non, actionnaire. Hein? Non, je suis actionnaire depuis 2005. Mais pas sur le tout. En 2005. Oui, ensuite, ça varie hein, en fonction de... Voilà, chaque fois qu'il y a possibilité de cession, les employés sont privilégiés en fonction de leur grade et nous achetons les actions. D'accord. Donc ce chiffre-là, c'est en 2013, à la dernière augmentation, que je suis monté à 300. Vous n'avez pas créé de société? Non. Personnellement? Non. En famille? Non. Vous n'êtes pas co-associé ou co-actionnaire avec votre épouse d'une société? Non, pas avec moi. Et votre épouse, elle est actionnaire? De quoi? C'est une question. Est-ce qu'elle est actionnaire d'une société? Non, elle fait son commerce. Elle fait des activités commerciales. Elle n'a pas de structure formelle qui est créée Non, elle est dans le commerce. Elle est dans le commerce. Quel genre de commerce? Elle fait un peu de tout en fonction de... je dois dire, elle est douée dans le commerce. Elle faisait du basin, mais en fonction des opportunités. Elle peut faire des mèches, elle peut faire un peu de tout. Ouais. Il y a le conseiller, M. Mamadou Taïrou Baldé, qui voudrait savoir si vous avez payé la caution. Oui. Combien? 2 milliards. Et en plus, on a mis le titre foncier de ma villa qu'on a fait évaluer. Mais en espèces, on a payé 2 milliards. Ça, c'est la caution plus vos documents fonciers. Hein? Voilà. Mais la caution financière, l'espèce seulement, c'est 2 milliards. Je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Le montant total qui était préalablement mis à votre charge, c'était combien? Et comme caution, pour la caution, Oh, oui. 10 milliards. C'était 10 milliards et qui a été ramené à 2 milliards. Non. Avant. Ah. Avant, c'était 30 milliards. 30 milliards. Oui. Et finalement, ça a été ramené à combien? À 10 milliards. Vous avez payé combien? On a payé les 10 milliards. On a payé 2 milliards en espèces et le titre foncier qui était un peu au-dessus de 8 milliards. Si d'accord. Ouais. Oui. Est-ce qu'il veut savoir aussi si vous avez exercé une fonction, donc par tautologie, à la fonction publique? Non, je ne suis pas fonctionnaire. Ouais. Je suis venu offert par décret, mais je n'ai pas... C'est vrai que ça donnait le droit automatiquement d'accéder à la fonction publique pour ceux qui voulaient, mais je n'ai pas voulu, puisque je relève du régime de la sécurité sociale. J'ai cotisé 15 ans, je suis du secteur privé. En faisant les deux, c'était pas honnête. En étant fonctionnaire à la fois et relevé du secteur privé, c'était pas la même chose. Et offert, c'est pas des fonctionnaires. Et il veut savoir qui est Issawan. C'est mon épouse.
veux savoir quel est le lien entre Madame Issaouane et l'école qui a été achetée. L'école, oui, le bélier acheté à 5 milliards. Elle, c'est elle qui a acheté. Elle a voulu se lancer dans ça. C'est avec son argent? Elle a pris un prêt bancaire. Vous avez l'acte là qui matérialise le prêt bancaire? Oui, elle doit l'avoir, oui. Ça a été produit ici? Non, je ne crois pas. On peut avoir ça? Oui. Vous pouvez produire ça, hein? Vous dites? L'acte qui matérialise le prêt bancaire de 5 milliards. Oui, on peut le produire. D'accord. Oui. Est-ce que vous savez quelque chose de l'existence de la société Nonka Sarl? Oui, elle avait créé cette structure-là pour importer, puisque l'importation en nom propre lui était difficile. Donc elle avait créé pour faire venir ses marchandises à l'époque. Et après, elle a utilisé pour acheter cette école. Oui. Pouvez-vous produire les statuts de cette société? Oui, je vais lui demander, oui. Je peux lui demander le... Attends. Ça fait deux choses. Oui. Et il fait observer que votre villa bâtie sur 8335 poussières mètres carrés a été évaluée à hauteur de 7 milliards 15 millions 500 350 francs guinéens. Quelle est la provenance de ce montant? Quelle est la provenance de ce? De ce montant. Votre villa, oui, bâtie sur 865 000 et poussières mètres carrés. Hein? 800. C'est pas ça? Oui, 160. Je vois ici. Est-ce que tu as bien lu? C'est ça. D'accord, peut-être que c'est une erreur. Votre villa là a été, s'il vous plaît, vous pouvez toujours apporter le rectificatif, mais en levant le doigt parce qu'il faut qu'on donne de l'exemple dans la salle. Voilà. Donc, la villa dont vous êtes propriétaire a été évaluée à hauteur de 7 milliards 15 millions 500 350 francs guinéens. Est-ce que vous pouvez nous dire la provenance de ce montant? Oui, c'est la villa que j'ai construite. J'ai acheté le terrain à 600 millions à l'époque en 2009 ou en 2010. Donc l'évaluation tient compte aussi de la valeur des terrains dans cette zone-là. Déjà à cette époque, c'était le prix. Alors l'origine des fonds, c'était une partie de mon épargne. Il y a la contribution que mon épouse a faite en partie, puisque nous l'avons construit ensemble. Et puis j'avais des terrains vides dans la zone de Samatra que j'ai vendu en 2010. Comme je suppose beaucoup d'entre nous le font, quand on achète un terrain dans une zone reculée, Samatra était considéré comme une zone très reculée à l'époque. Quand nous achetions avec certains amis beaucoup de terrain dans cette zone vers 2002.
Et après, quand je les revendais en 2009, je les ai vendus chacun à 150 millions, 150 millions. Donc ça m'a permis à la fois de payer le terrain et puis de le construire. C'est ça l'origine de fonds. Donc c'est une partie de mon épargne, une partie des terrains vides que j'avais, que j'ai vendus, et puis la contribution de mon épouse et ma propre épargne. Oui. Et dit, est-ce que vous avez connaissance des témoignages faits par M. Moustapha Naïté et M. Mamadou Bobo Diallo en instruction? Non. Pour M. Naïté, c'est maintenant que je l'apprends, même qu'il ait fait un témoignage. Je savais que M. Bobo était passé, mais moi je ne connais pas le contenu. Elle dit, s'agissant de l'acquisition de l'immeuble abritant le siège de fer, que Mamadou Bobo dit qu'il n'y a jamais eu de conseil d'administration autorisant l'acquisition. Il conteste même le montant que vous avez décliné là. Qu'en dites-vous, les 85 millions et quelques? Monsieur le Président, le président Bobo est quelqu'un que je respecte énormément. Nous avons eu une franche collaboration, je pense. Ce que je peux dire, c'est que quand les difficultés s'annoncent, la peur du péril peut faire que nous devons tous être tolérants vis-à-vis des déclarations des uns et des autres. Je ne pense pas que ce projet de bout en bout a été discuté non seulement avec ce conseil, mais avec l'ensemble des conseils successifs. Le PV du conseil d'administration est signé par M. Bobo. C'est produit ici? Oui, il est dans le dossier. C'est bien. Je peux comprendre que à l'époque, au moment où on m'arrêtait dans tout ce qui pouvait se dire dans la cité, que chacun prenne peur pour sa tête. C'est humain, c'est compréhensible. Bon, la Cour suspend pour 25 minutes le temps pour chacun et tous de prier pour ceux qui le font, bien entendu. Parce qu'il y a des tourés qui ne prient pas.